Soyez attentifs à ce duo frère-sœur. Paris Bennett, 13 ans, est le grand frère très protecteur d'Ella, 4 ans. Bien qu'il soit demi-frère et demi-sœur, depuis la naissance de la petite, son grand frère, alors âgé de 8 ans, a toujours aidé leur mère à s'occuper d'elle. Les deux s'entendaient parfaitement et Ella admirait son frère, aimant l'imiter en tout. Les deux frères et sœurs étaient les meilleurs amis l'un de l'autre. Le grand frère prenait toujours soin de sa petite sœur, la surveillant souvent pendant qu'elle dormait et la protégeant de tout son amour. Tout allait bien, mais personne n'imaginait la tragédie qui allait frapper cette famille. Et le pire dans tout cela, c'était de découvrir qui était le responsable de tout ça. Regarde, viens avec moi, parce que la vidéo d'aujourd'hui est lourde, elle parle d'une situation qui était peut-être impossible à éviter. Je souhaite ouvrir un espace pour discuter en commentaire de la façon dont vous auriez réagi à la place de cette mère, confrontée à une situation étrange et incroyable. Salut à tous, je suis Sou, bienvenue sur la chaîne. Beaucoup d'entre vous me demandent comment j'arrive à raconter ces histoires bizarres et lourdes de crimes réels et comment va ma santé mentale. Aujourd'hui, je vous emmène dans la petite ville d'Abilene, dans l'État du Texas, aux États-Unis, qui, en 2007, lorsque cette affaire s'est produite, comptait un peu plus de 100 000 habitants. Charity Bennett vivait là avec son fils aîné Paris et sa petite fille Ella. La vie de cette mère célibataire était mouvementée, même avant la naissance de Paris. En 1993, le père du garçon a fait une crise et a été interné, où il a été diagnostiqué schizophrène. Les deux se sont séparés et Charity a été obligée de continuer, tout comme la mère de Charity. Cela n'a pas vraiment aidé, leur relation étant déjà très tendue. Vous allez bientôt comprendre pourquoi. Au lieu de se lamenter, Charity a retroussé ses manches et a tout donné pour élever son fils. Déterminée à lui donner l'amour et la stabilité qu'elle n'avait jamais eue. C'est bien, n'est-ce pas, super maman? Malgré les défis, les choses s'amélioraient. Charity et Paris ont développé un lien fort et très beau. Paris a vite montré sa différence. À l'âge de 6 ans, il se distinguait tellement à l'école que les enseignants pensaient avoir affaire à un enfant surdoué. Ils l'ont emmené passer un test et découvert qu'il avait un quotient intellectuel de 141, considéré comme génie sur l'échelle du quotient intellectuel. Il était admiré des enseignants et avait toujours les meilleures notes, contrairement à moi, n'est-ce? Les maths, laisse tomber. Pour Charity, c'est l'enfant idéal et ils forment la famille parfaite. Pendant 8 ans, il n'y avait que Charity et Paris, jusqu'à ce que Charity tombe enceinte d'une relation qu'elle avait. Mais il semble qu'elle n'ait pas eu de chance pour choisir un partenaire, car son nouveau petit ami était alcoolique. Quand il a eu des ennuis avec la police pour conduite en état d'ivresse, Charity l'a quitté. Le 12 avril 2002, la petite Ella Bennett est née. Charity a dit que pendant la grossesse, Paris devenait un peu jaloux. Jusque-là, il avait eu sa mère pour lui seul, mais désormais il devait partager son attention, non? Mais, dès qu'elle a mis la petite sœur dans ses bras, on aurait dit que c'était le coup de foudre. La première chose qu'il a dite, c'est « Maman, elle est magnifique ». Le temps passait, les enfants grandissaient, et les différences de personnalité devenaient de plus en plus évidentes. Ella était sociable, dynamique et joueuse, tandis que Paris, plus timide et introverti, préférait la solitude, les bandes dessinées et les jeux vidéo. Mais il restait un grand frère. Il aimait sa petite sœur de tout son cœur, et ils sont devenus inséparables. La petite fille adorait absolument Paris. Tout ce qu'il faisait, elle devait faire pareil. Eh bien, c'est typique des petits frères et sœurs, n'est-ce pas? Paris choisissait ses vêtements tous les jours. Il disait qu'il était son conseiller en mode. L'harmonie entre ses enfants apportait à Charity la tranquillité d'esprit dont elle avait besoin. Mère célibataire de 2 enfants sans aide, elle devait cumuler 2 emplois pour subvenir à leurs besoins. Elle était serveuse dans un restaurant le jour et dans un bar le soir. Même avec son emploi du temps très chargé, elle consacrait son temps libre à ses enfants. Tout allait très bien, jusqu'à ce que les choses changent du tout au tout. Dans la soirée du 4 février 2007, c'est le dimanche du Super Bowl, la finale du football américain. Tout le pays s'arrête pour regarder ce match. Charity, employée dans un bar sportif, devait assurer un double service pour gérer l'affluence des clients. Elle engage donc une baby-sitter pour Paris, 13 ans, et elle, 4 ans. Le bar était comme ça, complètement plein. Et Charity travaille dur toute la nuit, comptant les heures avant de rentrer chez elle. Peu avant la fin de son service,
des policiers sont soudainement entrés dans le bar et ont demandé où se trouvait Charity. Elle s'est identifiée, puis tous se sont rendus à l'arrière, dans le bureau du gérant. Ils ont annoncé la nouvelle. Votre fille Alice a été gravement attaquée. Venez avec nous immédiatement. Elle a dit que son cœur s'est arrêté en entendant ces mots. Qui est mère ici? Entendre ça, que Dieu m'en préserve. Sous le choc, elle a suivi les policiers chez elle, réfléchissant à 1000 choses. Est-ce que c'était une effraction? Des bandits qui ont essayé de cambrioler la maison? Est-ce que la nounou a fait du mal à ses enfants? Elle posait des questions aux policiers dans la voiture, mais ils éludaient et ne répondaient rien. Elle essayait de ne pas penser au pire. Mais le silence des policiers et leur regard montraient qu'il s'était passé quelque chose de très grave. Quand ils sont enfin arrivés, Charity a vu que sa maison était isolée, avec ses rubans de scène de crime, tu vois. La maison était encerclée par des policiers, des journalistes et des voisins. C'était vraiment horrible. À ce moment-là, Charity sentait déjà que quelque chose de terrible s'était passé. Elle implorait les policiers de lui révéler immédiatement ce qui s'était passé. Son monde s'est alors effondré. Elle a vu le petit corps de sa fille être transporté hors de la maison. Charity s'est complètement effondrée. Sa fille était dans un de ces sacs mortuaires, vous savez. Il était fermé jusqu'au menton, ne laissant que sa tête à découvert. Elle saignait de la bouche. Mon Dieu, je n'ose imaginer ça, que Dieu m'en garde. Charity, désespérée, a crié puis s'est effondrée au sol. Voyant le corps de sa fille, elle a rassemblé son courage et demandé aux policiers « Où est mon fils ?» Qu'est-il arrivé à Paris? Ils ont dit qu'il était déjà au commissariat à attendre. En apprenant que Paris allait bien, elle a soupiré de soulagement. Elle est montée dans la voiture de police et les agents ont commencé à conduire vers le commissariat pour qu'elle puisse retrouver son fils. Mais Charity sentait que quelque chose n'allait pas. Il y avait une certaine tension dans l'air à l'intérieur de la voiture. Personne ne disait rien. Les policiers semblaient inquiets et ne répondaient pas aux questions de Charity. Alors qu'elle essayait d'imaginer ce qui avait pu se passer, cette atmosphère de mort et de tragédie a fini par lui rappeler sa propre enfance. En effet, il y a 30 ans, lorsque Charity n'était qu'une enfant, sa famille avait elle aussi été brisée par un meurtre. Regardez, en 1980, Charity n'avait que 6 ans. Son père, James, était un homme d'affaires prospère dans les transports. Il possédait une flotte de camions qui transportèrent des conteneurs vers les ports, ainsi que d'autres types de transports. Ils avaient une situation financière très confortable, tu vois, mais la relation entre sa mère, Kylie, et James était en train de se détériorer. Elle reprochait à James ses maîtresses, mais Kylie admettait ne pas être un modèle de vertu. Elle aimait faire la fête, boire, dépenser pour des choses chères et provoquer des scandales. Cette année-là, ils ont divorcé. La pauvre Charity s'est retrouvée au milieu et a beaucoup souffert. Mais étonnamment, quelques mois seulement après le divorce, James et Kylie ont commencé à se rapprocher de nouveau dans un élan totalement impulsif. Ils ont pris l'avion pour Las Vegas afin de se remarier lors d'un mariage éclair. Tu sais ce qui s'y passe? De retour de voyage, ils ont annoncé leur mariage. Charity a adoré la nouvelle et a retrouvé l'espoir de mener une vie normale et d'avoir une famille stable. Mais cet espoir n'a duré que peu de temps. En fait, seulement 3 jours. En effet, 3 jours après le retour des tourtereaux de leur voyage à Vegas, James a été retrouvé mort chez lui. Il avait été touché par 3 balles. Une à la tête, une au cœur et la dernière dans le dos. Pour les policiers arrivés sur la scène du crime, tout cela était clair. Il s'agissait d'un crime prémédité, une véritable exécution. Et évidemment, la principale suspecte était sa toute nouvelle épouse. Dans des cas comme celui-ci, l'épouse ou le mari sont toujours considérés comme les premiers suspects. Et c'est vraiment la procédure standard. Mais dans le cas de Kylie, les choses impacteuses sont devenues encore plus compliquées pour elle. Vous allez voir. Et si vous nous suivez ici sur Que Mundo Es, depuis un certain temps, vous savez déjà très bien pourquoi. Mais cette fois, pas l'assurance vie. Mais plutôt que son nom avait été remis dans le testament de James un jour avant sa mort. Avec James hors du jeu, Kylie hériterait de tout son empire dans l'industrie du transport et deviendrait la propriétaire de tout son patrimoine. En enquêtant plus profondément, les policiers ont découvert qu'après le divorce, Kylie était partie sans rien. Grâce à un contrat prénuptial, elle s'est retrouvée sans rien recevoir. Beaucoup trop de coïncidences. Soudain, se rapprocher de son ex-mari et le convaincre d'un mariage surprise à Vegas. Dès qu'elle est revenue et a remis son nom dans le testament, le gars est mort, exécuté chez lui. Il y a anguille sous roche, n'est-ce pas, mes amis? Kylie a affirmé que son mari était lié à la mafia et que le secteur du transport comptait de nombreux criminels.
et que son mari transportait aussi des cargaisons illégales pour des groupes criminels, et qu'il a été supprimé à cause d'un différend avec la mafia. Et pour jouer ici l'avocat du diable, elle avait vraiment raison. Et même les policiers ont dû admettre que le monde dans lequel James était impliqué avait effectivement de nombreux liens avec le crime organisé, et qu'il était tout à fait possible que James ait eu des ennemis puissants. Mais je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Laissez déjà vos commentaires ici pour qu'on puisse voir. Ils ont poursuivi l'enquête, recevant un signalement anonyme selon lequel Kylie aurait payé 50 000 $ à un tueur à gages pour tuer son mari. Les policiers ont interrogé Kylie et lorsqu'elle a été confrontée aux preuves, elle a admis que oui. Elle avait demandé autour d'elle comment on faisait pour engager un tueur à gages, mais elle jurait sur tout ce qu'elle avait que c'était seulement par curiosité. Sérieusement, non, Kylie a été arrêtée et inculpée pour le meurtre de son mari. Elle a attendu son procès en liberté pendant 4 mois. Le procès, suivi de près par les médias, a été couvert par toute la presse durant 11 jours. Les procureurs ont présenté leurs preuves et ont essayé de convaincre le jury que Kylie avait tué, s'était remariée avec son mari et l'avait éliminé uniquement pour hériter de tout l'argent. Mais au final, le jury a estimé que, même si les circonstances pour étaient vraiment très étranges, il n'y avait pas assez de preuves pour prouver qu'elle était impliquée. Kylie a donc été déclarée innocente et est sortie joyeuse par la porte principale du tribunal. L'affaire de la suppression de James reste non résolue. L'auteur n'a jamais été retrouvé, ni l'arme du crime. Étrange, non? Après son acquittement, Kylie est retournée à sa vie de luxe. Désormais, ayant le contrôle total de l'empire commercial, elle a commencé à élever Charity toute seule. Charity a grandi marquée par la perte de son père. La ville était petite et tous pensaient que sa mère avait tué son père. Elle a beaucoup souffert de harcèlement à l'école. Même ses proches amis se sont éloignés car elle était la fille d'une meurtrière. Horrible, non? Pendant ce temps, à la maison, Charity n'était pas non plus bien prise en charge par Kylie. Privée de son père, sa mère a adopté un mode de vie luxueux et irresponsable, buvant, se droguant, tout en dirigeant l'entreprise familiale sans prêter attention à sa fille. Avec tout ça, on pouvait déjà imaginer que leur relation n'était pas du tout bonne, n'est-ce pas? Bien sûr que ça n'allait pas marcher, non? Malheureusement, Charity a cherché dans la drogue une échappatoire au manque d'amour qu'elle avait chez elle. Et je ne parle pas seulement de fumer l'herbe du diable, non, c'était vraiment des trucs lourds, tu vois? Après le lycée, elle a réagi, arrêté la drogue, puis obtenu un diplôme en psychologie à l'université. Elle est vite tombée enceinte et a eu son fils à Paris. Et même si elle dit elle-même que la maternité a sauvé sa vie, sa relation avec sa mère ne s'est jamais rétablie. Elle est restée des années sans parler à Kylie. Elle soupçonnait que sa mère était impliquée dans la mort de James et dans toute la souffrance qu'elle a endurée à cause de la perte de son père. Maintenant, elle ressentait à nouveau la même chose, cette fois avec la perte de sa propre fille. Charity était perdue dans ses pensées, assise dans la voiture de police, jusqu'à ce qu'ils arrivent enfin au commissariat. Tous sont entrés et elle a été emmenée en salle d'interrogatoire. Dès son entrée, elle a vu son fils debout de l'autre côté de la pièce. Elle s'est effondrée en larmes, a couru étreindre son fils, le couvrant de baisers et de larmes, soulagée qu'il soit sain et sauf. Mais c'est là qu'elle a remarqué quelque chose d'étrange. Écoute bien, elle a vu que Paris ne la serrait pas dans ses bras en retour. En fait, il ne montrait aucune réaction, aucune émotion face à la mort de sa sœur, ni envers sa mère désespérée comme ça, juste devant lui. C'était troublant. Là, oui, elle a commencé à comprendre ce qui s'était passé. Regarde. Mais avant... J'envoie un bisou à Silvio Troiano, le philosophe secret et membre de notre chaîne. Gros bisous à toi. Voici ce que les enquêteurs ont découvert. Ce soir-là, vers 22h30, les enfants étaient à la maison. Quand Paris a soudainement appelé la nounou et l'a convaincue de partir plus tôt. Il a affirmé que sa mère lui avait dit qu'elle rentrerait plus tôt et qu'à 13 ans, il était assez responsable pour veiller sur sa sœur jusqu'à son retour. La nounou a accepté puis est partie, laissant seule la fillette de 4 ans et l'adolescent de 13 ans. À 23h42, le service d'urgence a reçu un appel inquiétant de Paris. Il affirmait qu'il était en train d'halluciner, que lorsqu'il regardait sa petite sœur, il voyait un démon et l'a attaquée. Il l'a poignardée d'innombrables fois. Abilene 911. Abilene 911. Allez-y. J'ai en fait tué quelqu'un. Vous pensez avoir tué quelqu'un? Non, je sais que je l'ai fait. Je me suis réveillée. Tu hallucines?
L'opératrice lui a demandé de faire un massage cardiaque, mais Paris a refusé, disant que ça ne servait à rien parce qu'il était sûr que sa sœur était déjà décédée. L'opératrice a insisté et Paris a commencé à prodiguer les premiers secours pendant qu'elle comptait et le guidait de l'autre côté du fil. Mais lorsque les ambulanciers sont arrivés, ils ont vu que la jeune fille était toujours à l'endroit où elle avait été attaquée. Que Paris n'a pas fait de massage cardiaque, pas du tout. En réalité, il n'a même jamais vraiment essayé de sauver la vie de sa sœur. Regarde, c'est affreux, non ? En découvrant tout ça, Charity a dit à son fils « Je ne te crois pas. Je ne crois ni à ce démon ni à tes hallucinations. Je pense que tu as tué ta sœur volontairement. » À cet instant, le visage de Paris a changé. À ce moment-là, il a affiché un sourire sombre et il semblait qu'il n'avait plus besoin de faire semblant de jouer un personnage. Il a regardé sa mère dans les yeux et a dit « Tu es une putain d'idiote ». Et il a commencé à éclater de rire. Regardez, tout le monde. Regardez comme c'est horrible, comme c'est macabre. Cela a pris sa mère par surprise. Paris a toujours été un garçon différent, surdoué et introverti, mais aussi bien élevé, attentionné et protecteur. Avec sa sœur, Charity était horrifiée et se demandait « Où ai-je échoué ? Comment n'ai-je rien vu ?» Imaginez pour un père, non ? Maman, comment ce garçon a-t-il pu faire ça à sa sœur ? Les funérailles d'Ella ont été très émouvantes. Famille et habitants de la ville sont venus lui rendre hommage. Personne ne pouvait comprendre. Cette tragédie a bouleversé la ville et n'avait aucun sens. Charity était dévastée. Elle avait perdu sa fille et son fils, désormais en prison pour meurtre. Vous imaginez quel cauchemar. Mais à présent, elle devait affronter un nouveau problème. Toute la ville a commencé à colporter des ragots sur l'affaire, accusant Charity d'avoir élevé un monstre. Ils se demandaient de quel genre de livre ou de bande dessinée elle le laissait lire et à quel jeu vidéo il jouait. Et s'il s'agissait de jeux violents, les gens se demandaient pourquoi une mère laisserait son fils jouer à de tels jeux. Partout où elle allait, on la reconnaissait et les gens chuchotaient en la voyant au supermarché. Tu vois la situation, non ? Charity était dévastée. En même temps, elle avait perdu une fille. Elle avait encore un fils vivant qui avait besoin d'aide et de soutien. Malgré tout cela, en prison, Paris a été évalué par un panel de psychologues et de psychiatres. Charity a alors été appelée au commissariat. L'enquêteur lui a remis le résultat et a dit « Je sais que tu te poses des questions et que tu te sens peut-être même coupable de ce qui s'est passé. Mais je dois t'informer que ton fils est un psychopathe né. » Pour aggraver les choses, il a aussi de forts traits de personnalité narcissique. Et oui mes amis, quelle situation n'est-ce pas ? La psychopathie est incurable. On est ainsi et on ne devient jamais une personne normale. Les psychopathes menacent la société et rien ne peut être fait. Charity aurait pu aimer Paris autant qu'elle voulait. Il aurait tout de même fini par commettre une atrocité envers quelqu'un. À l'époque, elle dépensait encore pour des avocats coûteux afin de soutenir au mieux son fils. Un psychiatre ayant évalué Paris lui a dit « Si j'étais vous, j'arrêterais de dépenser de l'argent pour Paris. Et j'économiserais de l'argent pour changer de nom, de ville et même d'état. S'il sort de prison, il te retrouvera et recommencera. » Imaginez une mère entendre ça, franchement. La date du procès approchait et Charity s'est retrouvée entre le marteau et l'enclume. Avec sa fille de 4 ans décédée et son unique fils, qui l'avait tué, encore en vie, elle devait témoigner en faveur de l'un de ses 2 enfants. Elle avait l'impression d'échouer en tant que mère envers l'autre enfant. Quand elle était interrogée par le procureur, elle devait agir comme la mère de sa fille et aider à rendre justice pour sa mort. Mais face à l'avocat de Paris, elle avait l'impression d'agir comme une mère voulant sauver son fils de la prison. Elle a dit qu'elle a failli devenir folle à ce moment. Tu imagines d'un sec ? Le jour du procès, elle a dit être restée debout dans le couloir environ 5 minutes, nichant. Dans les films, on voit souvent d'un côté le procureur, de l'autre l'accusé lors des procès. Et ceux qui soutiennent chacune de ces parties s'assoient derrière eux. Elle ne savait pas où s'asseoir, ni de quel côté elle était, n'est-ce pas ? De sa fille victime ou de son fils adolescent agresseur. Il a écopé de la peine maximale pour un mineur. 40 ans de prison ferme avec possibilité de libération conditionnelle après 20 ans. Charity a promis à son fils qu'elle ne l'abandonnerait pas, que malgré tout ce qu'il avait fait, il restait son fils et qu'elle l'aimerait toujours. Elle lui a aussi dit qu'elle savait sa maladie mentale incurable et que même s'il sortait de prison, elle ne reprendrait jamais contact avec lui. Charity a créé la Fondation Association Européenne contre les leucodystrophies pour soutenir les parents qui ont vécu des tragédies familiales. Elle s'est également concentrée sur la création de programmes pour l'identification et la réhabilitation des maladies mentales chez les enfants. Pour essayer d'éviter que d'autres enfants psychopathes passent inaperçus
et provoquent une tragédie comme celle qu'elle a vécue, Paris a accordé une interview en 2019 depuis la prison, et je vais te dire que c'est difficile à regarder. Ce type n'a aucun sentiment. Même s'il dit les bonnes choses, on voit bien qu'il est complètement déconnecté de toute émotion. Tu te souviens de ce qui s'est passé après l'arrivée des services d'urgence à la maison? Je me souviens qu'un policier est entré dans la chambre et a murmuré « Mon Dieu » en voyant ce que j'avais fait. Et je m'en souviens, je me sentais juste comme si je me noyais dans la honte, sachant qu'ils avaient vu ce que j'avais fait et qu'ils savaient que c'était moi qui avais fait ça. Sa sœur n'était qu'une enfant, évidemment. Quels étaient vos sentiments envers elle comme frère et grand frère? Nous pourrions rester assis ici et parler toute la journée de mes sentiments pour ma sœur. Une description de mes sentiments n'est pas quelque chose que je puisse te donner dans le court laps de temps que nous avons ensemble. Parce que je l'aimais de tout mon être. Tu penses comprendre ce qu'est l'amour? Je veux dire, en es-tu capable? Je ne sais vraiment pas comment répondre à cette question. Et je ne dis pas ça pour être difficile ou têtu, mais ce n'est pas simple, alors. Je ne peux pas juste désigner quelque chose et dire que c'est de l'amour, que je le reconnais et le ressens. C'est comme demander à une personne daltonienne de décrire le rouge. Elle ne peut pas le faire. Il ne peut pas décrire l'amour parce qu'il ne peut pas le ressentir. Il ne ressent rien. En réalité, les psychopathes sont des personnes très dangereuses. Et si tu savais que 2% de la population mondiale serait psychopathe selon certaines études, et qu'environ 15% des personnes dans le monde présentent un certain trait de psychopathie, il y a de grandes chances dès que tu côtoies quelqu'un, que ce soit au travail, au club, dans ton groupe d'amis ou même dans ta famille, qui soit un psychopathe caché. Et personne, tu vois, ne s'en doute. C'est fou, non? En 2019, Charity a expliqué lors d'une interview comment et pourquoi elle a pardonné Paris. Quelle est ton explication? J'imagine, comment as-tu trouvé la force de continuer à aimer et à pardonner ton fils après ce qu'il a fait? Eh bien, je dirais que mon explication, il y a plusieurs raisons à cela. C'est avant tout pour ma santé mentale. J'avais besoin d'arriver à un point où je pouvais lui pardonner, parce que je ne pouvais pas continuer à vivre avec autant de colère. En partie parce qu'il était si déterminé à me détruire et à me faire souffrir, j'ai fini par décider de ne pas lui offrir ce plaisir. Je pense que c'était une manière de reprendre mon pouvoir et mon contrôle, et aussi parce que je sais que c'est difficile à croire pour les gens, mais j'aime vraiment mon fils et à l'époque, quand il avait 13 ans, alors j'ai senti qu'il avait vraiment besoin d'avoir encore l'un de ses parents pour l'aider à faire face au système de justice pénale. Ici aux États-Unis. Tu sais, je t'ai posé. Je pense que c'est la question la plus difficile qui est qu'est-ce que tu feras s'il est vraiment libéré? Parce qu'il est très intelligent, il est très calculateur, il a clairement tout planifié de façon préméditée avant. Tu pourrais le reprendre dans ta vie ou tu devrais simplement disparaître. Non, j'ai bien précisé à Paris que tant qu'il sera en prison, je serai là pour lui. Mais dès qu'il sera libéré, il ne fera probablement plus partie de ma vie, non? C'est compliqué, non? Que pensez-vous? Et restez connectés pour la prochaine vidéo. À plus. Salut, salut, salut!